Les camarades, vous le savez tous, si on est là, c'est d'abord parce qu'il y a quasiment 2 ans bientôt, le Congrès national de la jeunesse communiste de Gennevilliers, il a donné une dynamique majoritaire pour donner un nom au projet révolutionnaire qu'on voulait porter. Ce nom-là, c'était celui du socialisme. Et que depuis ce moment-là, on essaye de porter collectivement toute la réflexion nécessaire dans l'organisation pour répondre à certains enjeux. Je vais dire 2 mots là-dessus. Vous avez vu qu'il y a une découpe des temps de débat pour la journée. C'est une découpe qui nous a semblé pertinente. On a vu tout à l'heure comment dans le temps historique, le temps consacré à l'histoire, le socialisme c'était une notion fondamentale du mouvement ouvrier et du mouvement communiste, particulièrement pour le mouvement communiste français. C'était une notion fondamentale qui avait été discutée pendant 40 ans en profondeur par toute l'organisation, que toute l'organisation s'en était appropriée, à la fois le Parti communiste français et la jeunesse communiste, et que effectivement, Éric Jalad il a permis de revenir là-dessus. Ces notions-là, elles ont été abandonnées. Il y a eu des choix politiques qui ont été faits pour qu'on liquide ce travail théorique-là, et aussi sur des structures d'organisation qui permettaient de porter ce travail. Donc la jeunesse communiste, depuis le congrès de Gennevilliers, elle a fait le choix majoritaire avec vous les camarades de reprendre ce flambeau-là théorique, même si c'était compliqué, parce que tout ce travail qui avait été porté, il a ensuite été lâché et abandonné, donc c'est évidemment une tâche compliquée pour nous. Et on a dit aussi, et moi je le répète ici pour nos camarades de la jeunesse communiste du Rhône, que ce travail-là, c'était pas seulement un travail théorique, je crois que Geoffroy il est revenu ce matin dans son intervention dessus, c'était aussi un travail pratique, dans une dialectique entre la théorie et la pratique, où on avait dit que, après toutes nos luttes et tous nos combats, qu'ils aient été victorieux ou non, on avait vu la nécessité, pour obtenir la satisfaction sur nos revendications, pour répondre aux besoins légitimes qui étaient ceux de la jeunesse populaire et exploitée, d'articuler ces luttes et ces revendications indispensables pour construire le changement radical, avec un projet révolutionnaire de rupture avec le capital, d'accuser à chaque fois le capital de la responsabilité de la société dans laquelle on vit, et de développer ce projet révolutionnaire que nous on porte ensemble et que c'est le socialisme. Donc ça c'est pourquoi on est là, et cette question-là, parce que c'est déjà une question très large, dans ce temps-là consacré à la philosophie et à la philosophie politique, on a choisi d'aborder une question en particulier qui nous semblait la plus importante, c'était la question de la rupture révolutionnaire, et il y a aussi eu des interventions ce matin pour pointer ça, comment effectivement, en tant que jeunes communistes et en marxistes-léninistes, on porte pas seulement l'objectif théorique du socialisme, mais aussi on se pose la question de le définir et de quelle voie, quelle organisation il faut pour aller vers une rupture avec le capital, pour construire le socialisme. Et ça c'est la question essentielle dans le mouvement ouvrier de la rupture révolutionnaire, et notamment l'antique question, vous le savez tous, de la réforme et de la révolution. Sur cet aspect-là, dans le mouvement ouvrier, notre école fédérale, elle a désigné, si vous voulez, celui qui, pour nous, était le plus intéressant sur ces questions. On a dit on va se pencher sur ces travaux, sont les travaux de Lénine. Et pour aborder les travaux de Lénine, on a fait appel à Jean Salem, qui me rejoint, qui en est un spécialiste. Vous le savez tous, Jean Salem, il a un gros parcours au-delà des travaux qu'il a menés. Alors on ne fait pas la liste sans quoi on tue mon intervention, mais en économie, en sciences politiques, en histoire, en archéologie, en médecine, en littérature. Il a mené surtout des travaux de philosophes qui le font enseigner à l'université de Paris 1, qui dirigent le centre d'histoire des systèmes de pensée moderne, et qu'il anime par exemple à Paris 1 un important séminaire Marx au XXIe siècle, qui redonne du souffle aussi à nos idées. C'est donc un philosophe marxiste, un philosophe du matérialisme, et on est vraiment très heureux de le recevoir aujourd'hui ici pour aborder ces questions-là, à la fois voir qu'est-ce que Lénine il peut nous apporter dans notre réflexion, et avancer sur cette question-là, parce qu'on est là pour travailler la question du socialisme, mais effectivement, au stade où on reprend ce flambeau-là, on n'en est pas, même si on va poser des jalons avec le débat économique cet après-midi, à définir précisément, très dans le détail, la façon dont on conçoit la gestion de la société socialiste. On est là d'abord pour porter une question hautement politique et philosophique, on va le voir avec Jean Salem, la question de la rupture révolutionnaire, comment concrètement on ne renvoie pas le communisme à plus tard, mais comment on pose la question de la conquête du pouvoir, la question de l'État, et on va le faire un peu avec Jean Salem et avec Lénine. Merci.
secondes, oui, j'y vais. Où est-ce que je me mets? Ici. Merci. Alors, tu peux... Tu peux t'arculer, il faut bien au retour. Bien au retour, parce que Bon, merci cher Tennessee, merci aux organisateurs, à la jeunesse communiste, à l'école fédérale. Et vous me voyez un peu haletant d'arriver pile à l'heure et ravi d'être ici. Je me réjouis, si réjouissant s'il doit y avoir, du fait que ce genre de sport se déroule dans les universités de plus en plus, ce qui était fort difficile, et voire impossible il y a encore 4 ou 5 années. Et on pourra même dire aux collègues que quand il y a 200 étudiants dans un amphithéâtre, si on se débrouille pour qu'il y ait du chauffage et un accueil presque officiel, avec garde républicaine si possible, ça sera encore mieux. Je dis ça parce que je crois que vous avez eu quelques problèmes pour avoir cet amphithéâtre. Enfin, ça avance. À Madrid, une semaine, qu'est-ce que le communisme? Dans l'université Complutense, à Toulouse bientôt, des choses totalement impensables, encore une fois, assez récemment. Je confirme ce qu'a dit gentiment celui qui a présenté l'intervention que je vais vous infliger. Tapez, si vous le voulez bien, publicité non déguisée, séminaire Marx au XXIe siècle, Sorbonne, et par exemple, le nom de notre excellent ami Rémi Herrera, vous tomberez sur une vidéothèque qui compte déjà environ 120 enregistrements de chers disparus, Labika, Ben Saïd, et de gens qui sont parmi nous très actifs, qui se croyaient solitaires jusqu'à récemment, et qui désormais peuvent, devant 150, 200, parfois plus personnes, le samedi à la Sorbonne, entendre parler du marxisme, ou de problèmes traités à la façon marxiste. Je reviens... sur ce qui a été dit pendant 15 secondes, si vous permettez, et puis je vous livrerai un exposé en forme où je parlerai, disons, à l'ouet de cheval, un tiers d'un petit livre que je viens de commettre, qui est paru chez Flammarion. Je vais dire un gros mot qui s'appelle « Élection, piège à con », sous-titre « Que reste-t-il de la démocratie ?» Mais il y a un point d'interrogation après le titre. C'est peut-être un peu extrême. Et puis je parlerai côté cheval, comme il a été dit, de 6 thèses, fortes pensées, qui se trouvent, qu'on trouve dans les œuvres de Lénine, si on les étudie systématiquement, en cherchant finalement ce qu'il a dit au sujet de la Révolution. Avant de vous faire passer à ce programme, bien sûr trop chargé, à propos de la discussion qui précède, j'aimerais dire que dans les années 73, 14, 15, et c'est ça qui est commun avec la dégénérescence de la social-démocratie allemande au début du XXe siècle, il y a l'illusion de la force, tout d'abord. Il y a un parti communiste français qui écrit chaque jour qu'on court, qu'on vole vers le million d'adhérents, et l'illusion, même si ça n'est pas dit aussi crûment, que somme toute, par la voie électorale, il va se passer quelque chose comme l'essentiel de ce qu'on désire. Il y a d'autre part des illusions sur le capitalisme lui-même, ce qu'on appelle aujourd'hui sans rire les 30 glorieuses, qui ne l'étaient pas pour tout le monde, enfin disons les 30 années d'expansion dont les miettes ont effectivement apporté un mieux dans la vie quotidienne des couches moyennes occidentales et même de la classe ouvrière. Bref, cette merveille du capitalisme keynésien qui semblait aller toujours vers le mieux, alors que la gauche européenne, notamment française, était angoissée à l'extrême dès qu'on parlait du moindre incident ou de la moindre manifestation dans les pays dits de l'Est, ça a suscité des illusions sur le système lui-même. Et là, on a la base économique, matérielle, que le marxiste recherche toujours. Troisièmement, il y a une campagne idéologique d'une intensité invraisemblable, autopromotion non déguisée dans le petit livre qui s'appelle « Rideau de fer sur le boulmiche ». J'étudie la manière dont la presse dite de gauche a parlé des pays dits de l'Est dans ce pays
énormisant tout problème qui se passait en Pologne et faisant le silence sur des massacres démocratiques se chiffrant par des dizaines de milliers de victimes, au Guatemala, au Salvador, en Afrique du Sud et dans d'autres régions du monde encore. Et puis quatrièmement, ça a un rapport avec ce qui suit, rassurez-vous, et c'est un peu pour ça qu'on m'attend, il va de soi que le léninisme, les références à Lénine, le traitement de Lénine comme un chien crevé, pour reprendre une expression que Marx appliquait en parlant de la façon dont on parlait de Hegel en son temps, tout ça a suivi. Le passage de Lénine à la trappe et le traitement de Lénine en chien crevé. Alors, voici que je m'engouffre dans ce qui était un plan annoncé il y a quelques secondes. Le pamphlet que je viens de faire paraître chez Flammarion, vous avez entendu le titre avec un gros mot et un point d'interrogation, et que reste-t-il de la démocratie? L'éditeur a trouvé que ce serait un chichi de mettre des guillemets à démocratie, mais je les mets implicitement. Il se compose de 3 chapitres qui sont 1. Le cirque électoral, 2. Le pouvoir confisqué, 3. L'élection ininterrompue. Et j'y dis, dans les 5-6 minutes qui suivent, je résume ce que j'y dis que il y a bien sûr, premier chapitre, le cirque électoral, il y a bien sûr la jobardise à l'ancienne, les Mirbeau anarchisants de la fin du 19e siècle, Octave Mirbeau, des passages dans Maupassant, l'attitude de beaucoup de brillants écrivains qui méprisent le suffrage universel, Flaubert, pour ce qu'il peut porter au pouvoir des gens de peu d'intérêt, voire les plus habiles, les plus malins, des demi-savants ou des politiciens peu intéressant. Je mets ça en rapport en disant que bien évidemment dans cette époque de crise généralisée c'est amplifié, c'est beaucoup plus systématique avec le cynisme qui vient, le regard ironique que nous avons quand nous regardons tous la télévision, en zappant, et puis surtout dans des pays où l'abstention, l'hyperabstention devient un phénomène fondamental. Aux élections européennes de 2009, dans l'Europe des 27, 40% des gens se sont déplacés. Et dans certains faubourgs ouvriers de Slovaquie, pays libérés très récemment du totalitarisme, etc., ça a été 90% des gens qui sont restés à la maison. Donc cette impression que tout ça, ça ne représente plus rien, c'est un jeu virtuel, inutile de la commenter trop longtemps. Les thématiques bien connues relatives à la médiocrité, ce qu'on appelle le personnel politique, à la décérébration du citoyen, à travers ce qui se voit et ce qui se subit dans les grands médias, je ne les développe pas non plus. Et je finis ce premier chapitre en notant que si on avait endormi un brave libéral au sens politique du terme dans les années 1860, un Tocqueville par exemple, Tocqueville qui écrit que le suffrage universel ne fait pas du tout sortir les meilleurs, contrairement à ce qu'on croit dans de la démocratie en Amérique. Il a ses avantages, mais pas celui-là. On aurait endormi quelqu'un de ce genre en 1850-60, il serait stupéfait, sidéré par la prolifération des dynasties électives. C'est une vingtaine, voire une trentaine de pays dans le monde dans lesquels on peut constater qu'on a fait élire au peuple, parfois avec un peu de fraude, avérée ou non, parfois avec un peu de violence, des Monsieur le Président qui sont fils d'eux, un Monsieur le Président, soit sortant immédiatement, soit élu démocratiquement, entre guillemets, 15 ans plus tôt. A commencer bien sûr par Bush père et Bush fils. Inutile d'aller chercher la si fameuse Corée du Nord. Les dynasties électives, on en a partout. La démocratie grecque, toujours démocratie entre guillemets, sur 70 ans de démocratie, pendant 56 ans, les familles Papandréou et Karamanlis, avec 5 de leurs représentants, 3 d'un côté, 2 de l'autre, le petit-fils, le neveu, etc., ont été premiers ministres. Si c'est pas clair, sur 70 ans, pendant 56 ans, ce sont 2 familles qui ont envoyé, comme les clans libanais, comme des tas de gens dans le monde, au Pakistan, en Inde, des gens qui sont élus. Un dernier exemple, pour ne pas abuser de votre patience,
La version est toujours plus tragique en Inde et au Pakistan, parce qu'on meurt souvent assassiné après avoir eu le pouvoir. Ali Bhutto est pendu après avoir été Premier ministre. Sa fille Benazir Bhutto, comme vous savez, meurt dans un assassinat après avoir été 2 fois Premier ministre, et alors qu'elle est en passe de le devenir une 3e fois, par le fait d'élection. Le dernier membre du clan qu'on trouve, c'est évidemment M. Zardari, affairiste et escroc notoire, Malik Benazir, qui devient président du Pakistan. Et puis pour faire bon compte, on élit un garçon de 19 ans, le fils de Benazir et de Zardari, président du parti au pouvoir. Chapitre 2, ce que j'appelle le pouvoir confisqué. Bien évidemment, la difficile émergence du suffrage universel, le fait que ça a une histoire avec des gens qui, comme on dit, sont morts pour cela, on ne peut pas l'ignorer, mais il va de soi que nous sentons bien aujourd'hui que cette règle majoritaire n'empêche pas de remarquer, encore une fois, que les gens se déplacent fort peu dans les pays qui donnent le modèle, qui donnent le là, et d'autre part que le pouvoir semble être ailleurs. Le vote délégation de pouvoir, le vote dont Rousseau dit déjà ceci, le peuple anglais croit être libre, pense être libre, il ne l'est que durant le temps de ses élections, sitôt qu'il a voté il n'est rien, puisqu'il envoie des représentants qui font un peu ce qu'ils veulent pendant 3 ou 4 ans. Ce modèle semble aujourd'hui, sinon épuisé, du moins fort essoufflé dans des démocraties épuisées. Misère civique, abstention massive, ce modèle made in USA est désormais celui qui fait loi et en Europe de l'Ouest et dans un nombre très important de pays du monde. Et chapitre 3, je dénonce, encore une fois évidemment non pas en faisant un éloge de l'abstention ou un appel à l'abstention systématique, loin de là, mais en disant que si on me demandait dans un coin sombre de me livrer à une petite auto-analyse gracieuse, ben, je dirais que dans les 30 dernières années, et je n'en rougis pas, il y a des fois où j'ai voté blanc, il y a des fois où j'ai voté pour le Parti communiste français, ma tribu, mon moule à gaufre, la matrice dans laquelle je me suis formé intellectuellement, et puis il y a des fois où un groupe un peu à gauche, très à gauche, qui sur des tas de choses ne me séduit pas, notamment sur la condamnation sans réserve du passé du socialisme réel, me semblait représenter un petit peu plus sur telle ou telle chose ponctuelle les idées qui m'animent. En clair, le séminaire dont je parle, et vous sentez tous cette atmosphère, je l'organise avec des tas de gens, pas des tas, on est une équipe de 12 personnes. Ceux qui ont plus de 40 ans sont soit des anciens communistes qui ne sont plus au PCF, soit des anciens communistes qui sont passés au NPA et qui en sont vite revenus. Bref, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a et on n'en est pas encore à l'organisation disciplinée qui a une ligne et les gens sincères, honnêtes et révolutionnaires ont plusieurs cartes par les temps qui courent. L'élection ininterrompue, c'est mon dernier mot, c'est un mot sur le dernier chapitre de ce pamphlet. Ça consiste à dire que le système, et ça va le faire encore pendant 4 mois ou 5, avant de recommencer pour les 4 ou 5 ans qui suivent, si on ne met pas le haut là, nous entretient dans l'illusion que l'essentiel se passe là, et qu'il faut même recommencer ça tous les jours, à coups de sondages, de codes de popularité qui montent et qui descendent, de débats qui occasionnent une littérature para-universitaire absolument terrifiante. Je passe enfin à Lénine, comme je l'ai promis à Tennessee. Je vous dis simplement, en vous prévenant que c'est là qu'il faudrait sourire pour me faire plaisir, que 2 auteurs d'un groupe édité par une école normale supérieure, etc., consacrent 150 pages, un exemple parmi beaucoup d'autres, dans ce qu'on appelle les sciences politiques aujourd'hui, à un débat qui n'est pas franchement historique, mais qui a existé, entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, et ils opposent l'étude gestuelle pointue, la pyramide renversée, qui aurait été le geste le plus fréquemment fait par Jospin dans ce débat fondamental pour l'histoire du monde, à plusieurs reprises, et qui signifie je ne sais plus quoi,
à rester assis, la pince tridigitale latérale, quelque chose comme ça, qui aurait été le geste de Chirac. Et vous avez des analyses hallucinantes qui durent 150 pages. Bref, il se passe quelque chose avec les élections, c'était simplement ça que ce petit cri primal était censé vouloir développer. Quelque chose de trop, quelque chose d'inessentiel, quelque chose qui nous amuse et qui ne doit pas nous faire oublier que l'essentiel, c'est tout de même les luttes. Alors, on passe aux choses plus sérieuses et à celui qui revient et qui en a voulu chasser par la porte et qui revient par la fenêtre, apparemment. Il va de soi que dans l'ouvrage que j'ai consacré à Lénine, je commence en faisant allusion à cette ambiance un peu chien crevé. On n'en a plus parlé à partir des années 70, eurocommunisme obligeant, on n'en a plus parlé. Ça a un rapport, des amis ont déjà évoqué le livre de notre ami Le Sourdeau, un de ses nombreux livres, avec l'autophobie, avec ce passé dont on ne pourrait qu'avoir honte, avec cette ambiance de criminalisation des idées communistes, les néo-communistes étant, pas forcément les premiers, mais souvent pas les derniers à prendre ce train-là. Dans une introduction de cet ouvrage, une dernière fois je le cite comme tel, hein, Lénine et la Révolution, je parle de quelques détails biographiques. Deuxièmement, je parle de la drôle d'histoire qui fait que, on dit à peu près n'importe quoi sur l'URSS avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un certain sondage, à propos de sondage, en 1984, décrété ou remarqué ou constaté ou prétendait constater qu'une majorité de jeunes Français restés assis pensaient que l'Union soviétique et l'Allemagne nazie avaient été alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le pire du pire, c'est que quand je raconte ça à d'anciens communistes qui ont oublié beaucoup de choses, ils me disent « Ah oui, bien sûr, mais enfin ça s'explique à cause du pacte germano-soviétique. » Pacte dont, alors personne ne dit plus, qu'il a été signé un an après les accords de Munich. Autrement dit, l'Union soviétique, qui a tout fait pour constituer une alliance, ne l'obtenant pas, a fait ce qu'elle a pu. Deuxième point que j'aborde dans cette deuxième partie de mon introduction, on stalinise tout uniment, Staline étant Belzébuth lui-même identifié, on stalinise tout uniment les 70 années de soviétisme. On n'a pas le temps pour les anecdotes, bien sûr. Donc j'en dis une, mais petite. Merci Tennessee. J'ai interrogé dans des sortes de répétitions, les étudiants connaissent cet argot qui s'appelle des cols, des élèves de classe préparatoire à des grandes écoles. J'entends la semaine dernière un garçon intelligent, qui est plein d'avenir, j'imagine, m'expliquer, en parlant de l'art et de la société, que évidemment les totalitarismes ont toujours broyé les artistes, à ma droite, qui vous savez, à ma gauche, le stalinisme. D'ailleurs, dans le film La vie des autres, me dit très sérieusement ce garçon, quand l'écrivain, héros, journaliste organise une soirée, il demande à sa copine « Tu sais comment on fait un nœud de cravate ?» Elle lui répond « Non, il est obligé d'aller voir la vieille voisine pour mettre une cravate. » C'est que le communisme, me dit sérieusement ce garçon, qui se promène dans Paris en liberté actuellement, le communisme interdisait le port de la cravate. Troisièmement, absurdité, ce monstrueux concept de totalitarisme qui a permis pendant 30 ans, et c'est là que je reparle de la campagne idéologique de tout à l'heure, avec des livres souvent nullissimes, parfois de plus grande valeur, vendus à 400 000 exemplaires en France, traduits en allemand et vendus à 400 000 exemplaires là-bas, en 400 000 exemplaires en Italie. Je vais citer des titres que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, La Nomenclatura d'un certain Mikhail Voslensky, Rue du Prolétaire Rouge de monsieur et madame Kehayan, communistes relapses, qui racontent des anecdotes stupides de communistes qui ont eu quelques embrouilles à Moscou avec un agent de police qui leur reproche de brouiller un feu rouge, mais tout ça a été matraqué. Et pour prendre un ouvrage un petit peu au-dessus, le livre de Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag, le volume 1,
copieux volume, dans un pays où on ne se bat pas pour lire 50 livres par mois, quoique, il y a beaucoup de gens qui lisent tout de même, a été vendu à 1 million d'exemplaires en France. Et cette campagne a été mondiale, je le répète. Stop. L'URSS, avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les 70 ans tout uniment stalinisés, le totalitarisme, concept qui attrape tout. En général, on se faisait plaisir, même des gens dont on ne doit parler qu'avec respect, paraît-il, comme Claude Lefort a expliqué que les crimes soviétiques avaient été beaucoup plus graves finalement que ceux du nazisme. Et je crois pouvoir témoigner, vu mon âge, qu'on oublie qu'on est passé à un chiffrage, je sais c'est sordide, enfin c'est comme ça, on peut compter les morts parfois, de 1, peut-être 2 millions de victimes du stalinisme dans les sphères les plus avant-gardistes, eurocommunistes, avant-gardistes du Parti communiste français dans les années 73, à des chiffres totalement loufoques de 80, de 140 millions de morts d'après Solzhenitsyn. Tout ça a été matraqué. L'URSS avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les 70 années de soviétisme tout uniment stalinisé, le totalitarisme, pseudo-concept totalement ridicule. L'important c'est de montrer que Staline et Hitler c'était pareil, voire pire. Et en quatrième lieu, la fin de l'Union soviétique. On oublie toujours qu'elle a été tout de même encadrée, la période qui va de 45-48 à 83, disons, le discours du président Reagan, l'initiative de défense stratégique, par 2 menaces de destruction totale. Ça fait partie du film. La ruine qu'a provoqué la course aux armements, même si ce n'est pas le seul motif des ce qu'on appelle un peu vite l'écroulement, tout ce que vous voulez. L'URSS n'est pas tombée toute seule. C'est ça qu'on peut dire quand on rappelle que tout était fait pour qu'elle tombe, y compris la déclaration du président Reagan disant en 83 « on va relancer la course aux armements, ça les mettra à genoux ». C'est vérifiable. J'entre dans le vif du sujet en vous disant donc que je sais que j'ai un peu oublié un détail. J'ai parlé d'une introduction avec 3 idées. Un, des détails un peu biographiques, comment j'y suis venu. Comment Vladimir Ilitch est entré dans ma vie. 2, ce que je viens de vous dire, les 4 fariboles autour de l'histoire du dernier XXe siècle. Et puis 3, c'est une annonce de ce qui suit, donc je fais l'impasse. Ce qui suit, c'est 6 thèses que j'ai cru pouvoir dégager en vivant pendant 6 mois, 6, avec les 50 volumes de Lénine dans les pieds sur ma table de travail, et puis en allant voir, le cas échéant, à la Bibliothèque nationale, la version russe pour tel ou tel passage important. Vous y avez droit. Si je peux parler encore un quart d'heure, je ne fais pas la révolution tout seul. Voilà, en un quart d'heure. Merci. 1. La révolution est une guerre, et la politique est de manière générale comparable à l'art militaire. En 1909, Lénine citant Kautsky, qui avait écrit dans un livre qui s'appelait « Le chemin du pouvoir », à l'époque où Kautsky était encore à peu près le leader incontesté de la Deuxième Internationale, qui n'était pas devenue l'internationale des partis totalement sociaux, chauvins, social-chauvinisme, des partis qui avaient tout trahi pour obtenir quelques Marocains dans des ministères d'union sacrée, appelant à la guerre et puis entrant en guerre contre le peuple voisin, des partis pas encore totalement déliquescents. Bref, Kautsky avait écrit en 1909 « L'ère des révolutions commence ». Alors, il ne suffit pas de le proclamer, mais simplement, Lénine consigne cette formule en disant qu'il semble bien qu'avec la révolution russe de 1905-7, le grand cycle de réaction qui avait dominé la scène du monde européen depuis la défaite de la Commune de Paris semblait interrompu. À ce propos, il explique que la seule guerre légitime et juste, c'est évidemment la guerre du prolétariat pour sa libération. Et non pas celle dont Anatole France a pu dire « on croit qu'on meurt pour la patrie, on meurt pour les marchands de canons ». Dès l'adoption en 1913 à Bâle, 1912,
à Bâle, dans une conférence socialiste qui rassemble ce qu'on appellera bientôt les gauches, les partis sociaux-démocrates en voie de liquéfaction. Dès ce manifeste, il était fait mention de cette idée qui a été évoquée tout à l'heure, d'une transformation souhaitable de la guerre qui semblait venir, de la guerre des gouvernements, en une guerre civile, histoire de se servir de la guerre, grand accélérateur de l'histoire, comme a dit souvent Lénine, comme d'un levier pour qu'elle aboutisse à ce qui n'était pas prévu par ceux qui étaient en passe de la déclencher de façon imminente. La guerre impérialiste, la guerre universelle, il s'agira de la transformer en guerre civile. On trouve souvent chez Lénine, et je commente toujours cette première thèse, la citation, la reprise de cette formule archi-connue de Clausewitz, en vertu de laquelle la guerre est la continuation de la politique, mais par d'autres moyens. Elle est un prolongement des tensions, des contradictions qui, en temps de paix, se manifestent, fort heureusement pour les contemporains, de façon moins sanglante. Mais elle n'est aucunement un accident, elle n'est pas un péché, contrairement à ce que pensent certains prêtres chrétiens, dit Lénine, qui prêchent le patriotisme, l'humanitarisme et la paix, non moins bien que les opportunistes. La guerre, c'est une étape inévitable du capitalisme, une forme aussi naturelle de la vie capitaliste que la paix. Je raconte ça, les notes en bas de page, je vous en fais grâce en général, en 1914. Et il n'était pas interdit de penser, ajoutais-je en 2006 quand j'ai rédigé cette affaire, que l'interlude néolibéral qui a suivi l'après-guerre froide, la nôtre, l'après-guerre froide, surtout la deuxième guerre froide, comme on dit, celle qui commence vers les années 80, il n'est pas interdit de penser que cet interlude, prochainement, et on y est entre nous déjà, ne laisse la place à des États de plus en plus fortement militarisés, à quelque chose comme un retour de l'État, de la même façon que la montée des nationalismes a succédé dans les années 1880 au libéralisme économique et au libre-échange qui avait prévalu pendant les 30 années précédentes. La guerre, bien sûr, dit Lénine, n'est pas davantage en contradiction avec les principes de la propriété privée. Des rapaces se battent pour des champs qui sont tout simplement les colonies, les terres étrangères, des voleurs entrent en lutte, et cela peut bien sûr provoquer, plus que des étincelles, des incendies. Et de ce point de vue, ça n'est pas par exemple le peuple russe qui a été défait par les Japonais en 1904, mais c'est le tsar Nicolas II et son système. Complexe militaro quelque chose, comme on dirait aujourd'hui. Aujourd'hui, on dirait militaro-industriel, militaro-aristocratique à l'époque. Le tsar, pour contenir la révolution dont on sentait qu'elle montait, dans la Russie présente des peuples, pas seulement la révolution ouvrière, la révolution nationale, avait dit en privé qu'il serait assez saillant de déclencher une petite guerre contre les macaques japonais, citation. Et cette petite guerre se traduit par la première défaite d'un peuple blanc de blanc, par une suite de défaites à Mukden, à Tsushima, à Port Arthur. Les armées russes sont défaites contre toute attente. Et j'insiste là-dessus, pas seulement pour le point d'histoire. On a aujourd'hui une ambiance telle que ça devient risqué de ne pas être content si nos armées ne nettoient pas, ne pacifient pas les territoires des affreux, mais il n'est pas interdit d'analyser en termes de classe les guerres dans lesquelles notre pays est engagé. Car vous entendez tous les jours à la radio que la France est en paix, c'est bizarre, la dette est énorme et la France est en paix, dit-on très souvent ces temps-ci. Elle est engagée dans 4 ou 5 guerres. Je ne dis pas que c'est la seule cause de la dette, mais enfin c'est comme ça. On vit dans une ambiance totalement disneylandesque où on peut dire sans rire dans des radios nationales que la France est en paix alors qu'elle est engagée dans 5 guerres à peu près. Les socialistes, j'ai un peu long pour la première, me dit le président, il a peur de la suite, promis. Les marxistes, ajoute Lénine, ne sont pas des adversaires inconditionnés de toute guerre.
ils ne sont pas des pacifistes bêlants, comme on dira plus tard. Il y a des guerres justes et des guerres injustes. Lénine aligne les guerres de Spartacus tentant de libérer les esclaves. Il finit, comme vous savez, crucifié avec 6000 esclaves sur la voie appienne en 72 avant Jésus-Christ. Mais enfin, il y a les guerres de résistance à l'oppression coloniale, les guerres de résistance au nazisme nous viendraient également, bien sûr, tout de suite à l'esprit, nous qui vivons après Lénine. Ceux d'en face ne perdent jamais l'occasion de pratiquer la pitié sélective. Leur guerre, dit Lénine, si elle entraîne des dizaines de millions de morts, c'est une guerre tout à fait justifiée. Si la nôtre, la guerre révolutionnaire, entraîne des dégâts humains, ça sera bien évidemment l'abomination des abominations, et on expliquera que nous sommes des sanguinaires. Sans cesse, et c'est mon dernier point pour la première thèse, et les autres vont aller plus vite, c'est promis, Lénine fait usage de métaphores militaires, certes dans un autre pays, dans un autre siècle que le nôtre, etc. Enfin, parfois les situations dans l'histoire finissent par se ressembler. Et notre période disneylandesque, cette période où les élèves que je citais tout à l'heure et que j'aime beaucoup par ailleurs me disent qu'on est en démocratie, c'est écrit, la démocratie américaine c'est la démocratie, etc. Et sous-entendu, on est en paix dans ce monde, dans cet îlot protégé et merveilleux et qui surpasse tous les autres. Lénine, sans cesse, emploie des métaphores militaires pour le parti qui doit être solide comme une armée. Pas forcément tout le monde le doit sur la couture du pantalon, mais il vaut mieux avoir une ligne à laquelle on se conforme, surtout si on a été battu dans des discussions en bonne et due forme par ses camarades au cours de votes véritablement démocratiques. Ça évite d'avoir l'air de ressembler au club de discussion sociodémocrate qui donne le Parti socialiste français. Lorsqu'à Brest-Litovsk, on doit capituler pour un temps, laisser l'Allemagne prendre un morceau immense du territoire, on doit pratiquer une retraite. Plus, de toute façon, il s'agit de guerre au départ, donc guerre dans les métaphores utilisées également. On doit savoir perdre de l'espace pour gagner du temps. À propos de la nouvelle économie politique, réinjecter un tout petit peu d'intéressement, de capitalisme dans une économie trop vite soviétisée. On parle aussi de retraite tactique, comme une armée qui prend position, qui recule, qui louvoie, etc. Deuxième thèse, une révolution politique est aussi et surtout une révolution sociale, un changement dans la situation des classes en lesquelles la société se divise. C'est un peu le b.a.-ba pour tous les présents, donc je résumerai ce que j'ai à dire là-dessus en disant que Lénine se plaît à citer ce qui va être une sorte de refrain dans ce qu'on appelle toujours avec du mépris à 300% le diamate, c'est-à-dire le marxisme enseigné en Union soviétique et dans le mouvement communiste international, qui a été tout de même un outil pour des dizaines de millions d'hommes, mais qui parfois était effectivement un peu mécanique. Lénine adore citer la fameuse préface de Marx de 1859, la préface de la contribution à la critique de l'économie politique. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent dans des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Autrement dit, ils ne font pas l'histoire en fonction de ce qu'ils veulent et ce qu'ils rêvent, mais en fonction de conditions qui leur sont imposées par le passé, et à un certain stade de développement de l'économie, plus précisément des forces de production, de la manière de dominer la nature, selon qu'on utilise des moulins à bras ou des moulins à vapeur, une superstructure sociale différente va correspondre, va avoir comme un rapport, non pas de reflet mécanique, mais enfin comme un rapport, un peu comme l'âme et l'idée du corps, disait Spinoza, avec ce qui se passe dans la sphère la plus concrète. Si vous voulez rassembler 3000 personnes par appât du gain, parce que vous êtes dans un système où il faut produire pour produire, indépendamment des besoins des gens, des besoins véritables des gens, il faut libérer les serfs, il ne faut plus qu'ils soient attachés à la terre, il faut qu'on arrive à une société où 20 millions de vagabonds se promènent sur les routes d'Europe au XVIe siècle déjà, et puissent se vendre au jour le jour, vendre leur liberté, chose impensable pour un juriste romain, et on peut arriver comme ça, concentrer 3000 personnes autour de moteurs à vapeur très très perfectionnés. Ça donne les premières usines de la révolution industrielle.
Le moulin à bras, dit Marx, lui aussi très mécaniquement, lui aussi peut être traité avec dédain dans certaines de ses formules. Dans Misère de la philosophie, le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain, le féodalisme, le moulin à vapeur, le capitalisme industriel. Alors, j'avais promis. Lénine insiste très souvent sur l'importance du moment opportun, et je suis passé à la thèse 3, qui consiste à dire qu'une révolution est faite d'une série de batailles et que c'est au parti d'avant-garde de fournir à chaque étape un mot d'ordre adapté à la situation objective. C'est à lui de reconnaître le moment opportun, par exemple pour l'insurrection. 2 phrases par thèse. Au soir de sa vie, Lénine disait, Napoléon a dit, dans certaines situations, on s'engage et puis on voit. Sous-entendu, ou même il le dit à peu près, c'est ce qu'on a fait à l'Institut Smolny, le jour où on a dit que c'était cette nuit-là qu'il fallait déclencher l'insurrection en octobre 17. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les vrais gens, pas plus que les sondages, qui doivent fixer le mot d'ordre qui permet de mobiliser ou de continuer une lutte, de la développer. Quatrième thèse. Et mon président respire encore mieux, un peu moins mal. Les grands problèmes de la vie des peuples ne sont jamais tranchés que par la force. C'est un petit peu dur à lire, mais enfin, si on fait de l'explication de texte, c'est écrit dans Lénine plusieurs fois, et il a tendance à expliquer que ce ne sont pas des débats télévisés, faute de télévision à l'époque sans doute, ce ne sont pas non plus des clubs de discussion qui ont introduit des grandes fractures dans l'histoire du monde. La question du pouvoir est certainement la question la plus importante de toute révolution. Quelle classe détient le pouvoir? Tel est le fond du problème. Et puisque les choses ne se règlent en général que par la force, ça n'est pas forcément du sang sur les murs, ça peut être une grève insurrectionnelle, des millions de gens dans la rue qui imposent un rapport de force en leur faveur. Puisque ça se passe comme ça en général dans l'histoire, il va de soi que ceux qui ont quitté le pouvoir par la force, force morale, force d'une manifestation ou force militaire, qui ont toujours mille relations, qui ont plus de connaissances des rouages administratifs, diplomatiques, qui ont encore un pouvoir économique qui est là, même si on a mis la main sur quelques biens qui appartiennent à tout le monde, mais qui ont été accaparés par de puissants capitalistes, ces gens-là essaieront de revenir. D'où, je reviens sur la discussion de tout à l'heure très légèrement, le concept, oui, concept, c'en est un, de dictature du prolétariat. Maintenant, je suis d'accord avec ce qui a été dit, il y a un rapport entre la résistance des malheureuses ouvrières de l'Ojabi qui opposent leurs forces, comme elles peuvent, le dos au mur à ce qui risquait de leur arriver, et le fait que le prolétariat qui conquiert le pouvoir est censé, dans Marx lui-même, pas seulement chez Lénine, le méchant, prévoir que les autres essaieront de revenir, par tous les moyens. Voir le Chili 1973, où le développement du socialisme n'était pas très fort engagé, et pourtant ça a suffi au massacre poncé. Cinquièmement, les socialistes ne doivent pas renoncer à la lutte en faveur des réformes. Ça, une phrase suffira. Il va de soi que dans cette période où très souvent les sincères, les gens un peu chauds, un peu bouillants, ou peut-être tout simplement révolutionnaires, se demandent souvent si la politique du pire ne serait peut-être pas pour une fois au moins celle qu'on doit choisir. En clair, pendant 4 mois, il va falloir discuter avec tous nos voisins, tous nos amis, à propos de savoir si vraiment c'est fondamental dans la vie de l'histoire du monde, dans la vie de l'esprit, de voter pour François Hollande s'il se trouve là au 2e tour. Je dis que le fond de l'affaire, en tout cas, quand on décrypte ou quand on lit tout simplement, quand on feuillette les œuvres de Lénine, et ça tout le mouvement communiste a rabâché cette affaire, c'est que, en règle générale, boycotter les parlements par principe, rejeter d'un revers de la main une petite amélioration qui améliore la condition de ceux qui sont opprimés dans les nationalités sujettes, dans les colonies qui jouxtaient la Russie ou qui peuvent améliorer le sort des ouvriers, tout cela évidemment n'est pas le fait en général d'une politique social-démocrate, au sens
révolutionnaire. Il va de soi que Lénine ne cesse de dire également que, très souvent, les propositions de réforme sont des tentatives d'achat des états-majors syndicaux ou ouvriers, sont des concessions certes, mais des tentatives pour arranger l'affaire. Quand le tsar promet des réformes dans un certain manifeste du 17 octobre pendant la révolution 1905-1907, Lénine explique ce qu'il faut vraiment entendre, c'est que le tsar est prêt à dire « je fais des réformes mais je garde le pouvoir », tandis que le peuple en révolte dit « rien ne nous intéresse plus beaucoup, sauf le pouvoir ». Sixièmement, et on a terminé, merci pour votre patience à tous, à l'ère des masses, la politique commence là où se trouvent des millions d'hommes, voire des dizaines de millions d'hommes. Et il y a déjà, trouve-t-on chez Lénine, il y a déjà l'idée, on la trouve, d'un déplacement tendanciel des forces de la Révolution vers les pays dominés. Là, je fais allusion, et faute de temps, je zappe, aux rêves de révolution mondiale qui sont vite calmés par la défaite de la révolution spartakiste en Allemagne, par la défaite de la révolution hongroise, par le fait que dès 1918, on commence à comprendre que l'URSS va certainement devoir tenir toute seule pendant au moins un certain temps, voire pendant longtemps. Alors, je dirais pour la dernière phrase, et pour que ça soit pas trop historico-historique, nous ne sommes pas en 1905 ni en 1917, je sais, et heureusement, on a des chemins nouveaux à trouver et ils seront trouvés, inéluctablement. Puisque le capitalisme est en crise, et ce qu'on ne sait pas assez, c'est que Marx, parmi les économistes du XIXe siècle, est assez original à parler de crise comme d'un effet structurel nécessaire du capitalisme. Ce n'est pas le cas pour un Ricardo. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est des crises cycliques et puis une sorte de crise ininterrompue, généralisée depuis 25 ans. Mais il y a des tas de théoriciens joyeux, optimistes et parfois brillantissimes comme Ricardo qui considèrent que la crise n'est pas du tout inscrite au cœur du processus de production capitaliste. Alors pour ouvrir vers l'avenir, dernière phrase, je dirais que on verra des tas de choses nouvelles, ce que vous aviez déjà su avant de venir, mais la manifestation par exemple de 15 millions de terriens le même jour qui n'a pas suffi pour protester contre le déclenchement imminent de la deuxième guerre d'Irak, la plus barbare, la plus injustifiée des deux, celle de Bush fils, des scientifiques qui défilent à la Terre Adélie et des gens qui défilent vers le cercle polaire, 600 villes dans lesquelles on trouve des manifestations avec parfois plus d'1 million, voire encore plus de personnes. Tout ça, bien évidemment, nous fait signe, pour jargonner un peu, nous donne des ouvertures vers des mouvements qui seront désormais à l'échelle planétaire. On parle de coordination nécessaire des syndicats en Europe, il y a des choses qui sont faites, mais vu l'état des forces, ça n'est pas encore très roboratif. Bref, tout ça, chers amis de la jeunesse communiste, se conclura vraiment par cette citation de Marx, qui écrivait dans les manuscrits de 1944 que le communisme est la forme nécessaire et le principe énergétique, c'est-à-dire qu'il y a déjà les forces pour qu'il advienne, la forme nécessaire et le principe énergétique du futur prochain. Merci.